Bonjour à tous et à toutes je suis heureux de vous accueillir sur cette septième session et cette dernière session de l'accélérateur climat organisée par le Pacte mondial des Nations Unies et Réseau France. Aujourd'hui, nous sommes donc à la toute dernière session. Nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants qui sont également des entreprises qui étaient anciennes participantes de l'accélérateur climat à l'édition 2023. Je vous présente Manon Munoz, qui est chargée de mission RSE, environnement et décarbonation chez l'entreprise Céleste. Merci Manon d'être avec nous ici aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour à Et nous accueillons également Guilhem Isaac Georges, qui est vice-président Impact chez Content Square. Merci Guilhem d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le programme sera de vous faire, comme à mon habitude, une brève introduction et un retour sur le calendrier, là où nous en sommes. Ce sera assez court parce que nous sommes à la dernière session. Et ensuite, je vous ai préparé un petit quiz récapitulatif de toutes les sessions que nous avons vues ensemble durant ces 6 derniers mois avec l'outil Mentimeter. Donc, je vous demanderai de vous munir de votre portable et de scanner également le QR code que je vais vous faire défiler dans quelques instants. Et après ce quiz récapitulatif, nous écouterons le témoignage de Manon Munoz de l'entreprise Céleste pendant 20 minutes. Il y aura ensuite 10 minutes de questions-réponses. Puis ensuite, ce sera au tour de Content Square de faire la présentation avec, pareil, 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Ensuite, j'ai prévu un 15 minutes de conclusion qui sera aussi sur Mentimeter, mais ça sera si vraiment on a le temps à la fin de la session de pouvoir voilà, ce seront quelques questions bonus si vous préférez échanger, continuer d'échanger dans les toutes dernières minutes de cette session, nous pourrons le faire sans aucun problème. Donc voilà, les objectifs de cette séance seront d'abord d'entendre les témoignages des entreprises anciennes participantes de l'accélérateur climat, de par le quiz récapitulatif, de pouvoir faire voilà un état des lieux général des objectifs SBTI à court terme et long terme, et également de pouvoir tester vos connaissances sur les mesures et les évaluations des émissions de GES du scope 1, 2 et 3. Donc voilà, allons-y sur le calendrier. Donc bon, j'ai pas grand-chose à dire. Nous sommes à la toute dernière session. Il y avait une vidéo à regarder pour aujourd'hui qui comportait sur le storytelling et comment construire son speech. Donc ça, c'était pas une vidéo qui était contenue dans le module 1, 2 et 3. C'était une petite vidéo bonus, donc nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais elle était nécessaire pour pouvoir accéder à la toute dernière vidéo qui vous permettait de télécharger votre certificat de participation. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Avant que nous allions sur Mentimeter, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'éteindre votre micro si vous ne voulez pas prendre la parole, de pouvoir utiliser le chat pour poser vos questions et également de lever la main si vous voulez prendre la parole devant nous. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions avant que l'on démarre? Non? Tout est bon? Eh bien alors, allons-y. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de scanner ce QR code. La première question était la suivante. Quel était le module que vous avez trouvé le plus intéressant? Sur le module 1, le module 2, le module 3. Donc, je vois qu'il y a une majorité de réponses du module 2 sur SBTI. Donc, c'est bien. En effet, c'était le module qui était vraiment au cœur de notre programme. Donc, ok, tant mieux si vous avez bien aimé ce module sur SBTI.
La prochaine question était de savoir quel était le module que vous avez trouvé le plus difficile. Ok, donc je vois qu'il y a le module 3 qui a été particulièrement difficile. Il est vrai que c'est assez, c'était assez intense le dernier module. Donc, ok, merci de vos réponses. La prochaine question était de savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place durant l'année qui arrive. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre après la fin de ce programme? Donc, je vois qu'il y a déjà des réponses qui ont été mises. SBTI, objectif cible, plan d'action, énergie renouvelable, réduction du scope 3, communication interne, bilan carbone. Bon, c'est bien, on a pas mal d'actions diverses et variées que vous avez mises. C'est super. Donc voilà, l'objectif de ce programme était aussi de pouvoir vous aider à avoir de nouvelles idées, à développer de nouvelles actions pour pouvoir mettre en place voilà votre nouveau plan d'action basé sur une meilleure connaissance sur SBTI et sur les émissions du scope 1, 2 et 3. Donc très bien, merci pour vos réponses. On continue. La prochaine question se basera sur le module 1, qui était sur l'inventaire des émissions de GES. Donc, selon vous, quel est le gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement global est le plus élevé? Je vois qu'il y a, la plupart ont répondu les gaz fluorés, c'est super. Vous avez raison, ce sont effectivement les émissions de gaz à effet de serre qui sont les plus nocifs, qui sont les plus toxiques de par un excès d'ultraviolets dans la couche d'ozone et qui donc est particulièrement nocif. Ce sont des dérivés du méthane qui, lui, est déjà, je crois, 28 fois plus nocif que le dioxyde de carbone. Donc, bon, les deux réponses marchaient, les gaz fluorés et le méthane marchaient. Donc, bravo à tous ceux qui ont trouvé. La deuxième question est la suivante. Parmi ces réponses, laquelle n'est pas considérée comme une émission du scope 2? Alors là, nous avons euh, des réponses un peu plus égales. Pour l'instant, la vapeur d'eau pour boire un thé est la réponse la plus qui est la plus choisie. Mais la bonne réponse était le réchauffement de la voiture électrique qui est vendu parce que c'est considéré comme une émission de scope 3 dans la catégorie des utilisations de produits vendus. La vapeur d'eau pour boire un thé, ça prend en compte l'électricité que vous utilisez au quotidien pour vous faire un café le matin ou pour pouvoir cuisiner durant votre à l'instant T, au moment présent, le rechargement de la voiture électrique qui est vendue, ça se passe en, en aval de la production, donc c'est considéré comme un scope 3. Donc voilà, c'était une question piège. Bravo à ceux qui ont répondu le rechargement de la voiture électrique. Alors, je vois euh, il y a des problèmes. Caroline, on ne peut pas répondre à la question sur le 67%. Ah, vous êtes déjà en avance. Donc, oui, on va y aller, on va y venir. Je vais passer juste à la dernière question du module 1. Pour l'instant, il y a beaucoup de réponses qui ont été également mises. En l'absence de facture, quelle approche utiliseriez-vous pour estimer la consommation d'électricité d'un bâtiment? Est-ce que c'est une méthode qui est basée sur la dépense, sur la méthode moyenne du secteur ou sur la méthode de valeur relative à l'énergie? Eh bien,
c'était en effet la méthode de la dépense. Les deux autres méthodes sont utilisées pour calculer des catégories du scope 3. Donc c'était une question piège aussi. Nous en reviendrons un peu plus en détail si vous le souhaitez après, après la présentation. Bien, maintenant, nous allons pouvoir passer au quiz du module 2. Voici la question. Ça, c'était plutôt des phrases à compléter. Donc, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à compléter. C'est tout simplement pour éveiller votre curiosité. Selon vous, l'objectif SBTI à court terme doit prendre en compte 67% des émissions du scope 3 si. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Bon, je vais prendre la réponse. L'objectif SBTI à court terme doit prendre en compte 67% des émissions du scope 3 si le scope 3 représente au moins 40% du total des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. C'est une condition qui est requise pour que l'objectif SBTI à court terme soit pris en compte, soit vraiment également aussi validé. Donc, c'est seulement si votre scope 3 représente au moins 40% des émissions totales des gaz à effet de serre de votre entreprise que l'objectif à court terme SBTI pourrait être pris en compte et validé. Donc, on peut alors pour passer à la question suivante, vous pouvez faire tout simplement next et ça vous donnera la bonne réponse. Voilà. Donc, continuons avec la dernière question sur SBTI. L'objectif SBTI à long terme prendra en compte 90% des émissions du scope 3, car. Donc, selon vous, pourquoi est-ce que l'objectif SBTI à long terme doit prendre en compte 90% des émissions du scope 3 et pas 80%, 60% ou 40%? Je vais vous laisser un petit peu de temps. Ah, le bouton Next ne fonctionne pas. Ah. Mince, alors c'est bizarre. Est-ce que c'est seulement pour vous que ça ne fonctionne pas ou est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui ça ne fonctionne pas non plus? Moi non plus. Ah, Moi non plus, j'ai pas pu répondre à la question précédente non plus. En fait, on peut pas mettre de mots. oui, non, c'était aussi pour que vous complétiez la phrase également à l'oral, mais j'ai voulu mettre juste On a une barre juste après pour que vous puissiez ensuite voir la réponse dans la slide suivante. pas de bouton. Ah, mince. Donc alors attendez, je vais essayer de revoir ça. Nous allons peut-être voilà, arrêter sur Mentimeter. Nous allons pouvoir passer aux présentations si vous le voulez bien. Comme ça, je réglerai en même temps cette petite erreur de Mentimeter. Donc voilà, je vais partager mon écran et je vais pouvoir donc bientôt passer la main à Manon Munoz, qui est donc chargé de mission RSE, environnement et décarbonation chez Céleste. Oui, Manon, bonjour. je te laisse la parole. C'est bon. Est-ce que vous me voyez bien aussi? Là, vous m'entendez? Ah, Oui. oui, très bien. Et ben, parfait. Oui, très bien. Eh ben, bonjour tout le monde. Du coup, je vous remercie de m'avoir invité à participer. Donc, je suis chargée de mission donc RSE chez Céleste depuis 2 ans et demi et j'ai effectivement participé l'an dernier à l'accélérateur climat 2023. Du coup, une petite présentation de Céleste. Ah, vous pouvez passer à la diapo d'après. Merci. Donc Céleste, c'est un opérateur télécom fibre et cybersécurité qui a son propre réseau de fibre très haut débit dédié pour les entreprises. Donc on a 12 000 km de fibre optique, on a 3 data centers en France
qui sont certifiés sécurité en ISO 27001 et hébergement de données de sécurité. Et on a près de 200 POP. Donc, POP, c'est les points de présence. J'en parle parce qu'on va en reparler après. C'est ce qui permet de lier les bouts de fibre. En fait, c'est des armoires de rue ou des installations qui consomment de l'électricité et qui font partie du réseau des 12 000 km de fibre. C'est une entreprise qui est détenue par un fonds d'investissement qui s'appelle Infravia depuis 2019 et le président Nicolas Aubé. Et on a une démarche RSE qui est formalisée depuis 2021. Et après, on s'est développé, on a passé le label engagé RSE niveau confirmé cette année. Et du coup, le SBTI qu'on a obtenu en janvier de cette année aussi. Voilà. Et on a une dizaine de sites en France et en tout, on a 600 collaborateurs sur France, Suisse et l'île Maurice. Voilà, on peut passer à la suivante. Merci. Donc, juste un petit état des lieux de notre bilan carbone pour que vous compreniez un peu ce dont on va parler après sur SBTI. Donc, comme beaucoup d'entreprises, l'essentiel de notre bilan carbone, c'est du scope 3. Donc, 97% sont du scope 3, dont 80% c'est des achats de produits, services et location de réseaux tiers. Ensuite, il reste les déplacements domicile-travail, voiture, les consommations électriques des équipements clients, donc tout ce qui est routeur, modem et tout ce qui nous appartient encore. On reste propriétaire de tous ces équipements. Et en dernière partie, les consommations des bâtiments, des data centers, des POP, le transport. Et voilà. Mais la grosse majorité, c'est les achats, équipements, services et location de réseau. Et du coup, on avait ce bilan carbone qu'on suit depuis 2020. Et en 2022, notre fonds d'investissement nous a encouragés à passer SBTI pour simplement aller plus loin et plutôt que s'objectiver sur une donnée choisie au hasard, aller vers SBTI pour le certifier. Et on s'est fait accompagner par un cabinet qui a refait notre bilan carbone pour qu'on puisse soumettre le dossier à SBTI. Donc, selon GAG Protocol. Et là, on a eu un bilan carbone qui était 4 fois plus élevé que celui qui avait été fait par le précédent cabinet, qui était aussi agréé, pas GAG, mais je ne me rappelle plus la méthode, mais en tout cas, 4 fois plus élevé. Le cabinet nous a préparé le dossier de soumission sur nos données de 2021 et on était prêt à soumettre à SBTI à ce moment-là. Finalement, le temps passe un peu, on arrive en 2023. Et en 2023, on n'a pas encore soumis, on a participé à l'accélérateur climat, on a refait notre bilan carbone sur l'année 2022. Et du coup, on s'est projeté plutôt que de soumettre sur les données de 2021, repréparer le dossier sur les données de 2022 parce qu'on les maîtrisait mieux. On avait gagné en compétences sur l'accélérateur climat. Du coup, on était beaucoup plus maître du calcul et de nos émissions CO2. Et du coup, en 2023, on a repréparé le dossier sur 2022. Et finalement, on a soumis en fin 2023. Hop, vous pouvez passer à la diapo d'après. Oui, merci. En octobre 2023 pour avoir une cible publiée en janvier 2024. Et la particularité, c'est qu'on a choisi de soumettre avec le parcours PME parce que on a certifié uniquement le périmètre de Céleste France. On n'a pas pris les données de la Suisse et une entité qui n'avait pas encore fusionné en 2022. Et l'idée, c'était de se focaliser sur le scope 1 et 2. C'est ce qu'on a fait passer avec SBTI. Parce que c'est des données qu'on maîtrisait et qu'on était capable de justifier et d'expliquer et de se donner un objectif sur des données maîtrisées. Et le scope 3, c'était pas le cas. Aujourd'hui, le scope 3, on le calcule majoritairement encore avec des données monétaires et ça faisait pas de sens de se faire certifier sur des données monétaires parce que du coup, on diminue nos émissions CO2 en réduisant nos montants d'achat. Du coup, pour une première étape, on a préféré passer sur le parcours PME en faisant valider uniquement le scope 1 et 2. Donc, on s'est engagé du coup à réduire nos émissions de moins 42% entre 2022 et 2030. On s'engage quand même à réduire et mesurer le scope 3 et à publier annuellement la progression. Donc ça, c'est les engagements classiques des SBTI. Et on l'a fait du coup fin 2023. Et je sais qu'aujourd'hui, on serait au-delà des seuils minimaux pour soumettre en SME.
parce que c'est moins de 250 personnes, enfin, des entreprises de moins de 250 personnes qui peuvent emprunter le parcours SME. Voilà. Donc, on s'est fixé cet objectif, moins 42% d'ici 2030. Et cette diminution doit inclure l'augmentation de l'activité, l'augmentation des consommations d'électricité et les nouveaux véhicules qu'on pourrait acheter qui sont aussi liés à l'activité. Et pour être un peu plus ambitieux, on a aussi rajouté dans ces moins 42% les émissions de 2022 qu'on n'avait pas comptées dans notre périmètre parce que soit on les avait pas, soit on les avait mal calculées. Du coup, bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on ajoute toutes ces nouvelles consommations dans notre objectif de moins 42%. Donc, c'était soit des consommations électriques ou les consommations du réseau, les POP. Les POP, c'est donc les petites chambres on n'est pas forcément propriétaire. Du coup, c'est difficile d'avoir des données. Vous parliez des factures d'électricité, on ne les avait pas forcément parce qu'on loue ces emplacements. Du coup, on rajoute au fur et à mesure, dès qu'on a des données, les consommations dans notre trajectoire pour qu'elles soient couvertes par cet objectif de moins 42%. Donc, on a donc le scope 1 et 2. Et du coup, on a redivisé après le scope 1 et 2 par source d'émission. Donc, hop, on passe à la diapo d'après. Super, merci. Donc voilà, donc là, ça vous montre du coup nos principaux principales sources d'émissions sur le scope 1 et 2. Donc, le scope 1 sur le carburant des véhicules, qui est la grosse majorité de notre scope 1 et 2. Le fuel, ça c'est pour alimenter les générateurs de secours des data centers. Donc, c'est pour des contrôles annuels, donc ça c'est incompressible. La climatisation des data centers, où pour refroidir les data centers, ça consomme beaucoup d'électricité. Et pour les climatiser, il y a de temps en temps des fuites de gaz réfrigérants. Donc, comme vous disiez, pareil, dans le questionnaire, c'est un haut pouvoir réchauffant, beaucoup plus que le CO2. Ce qu'on utilise, on est à 2000 au lieu de 1 pour le CO2. Voilà, c'est une petite fuite de gaz, c'est vraiment, ça fait exploser le bilan carbone, la partie vert clair. Ensuite, la climatisation des bureaux, c'est la même chose que ça, c'est estimé en fonction de la surface des locaux. Ensuite, notre deuxième plus gros scope, c'est l'électricité. Donc, également pour les data centers et pour les bureaux. Et sur cette partie bleue, les data centers représentent 80% de notre consommation d'électricité. Donc, c'est là où on va avoir le plus d'actions et de potentiel de réduction. Donc là, en 2023, on a mis du coup ce qu'on a réellement fait en économie de CO2. Donc on a bien baissé sur à la fois les carburants au-delà de ce qu'on avait imaginé. La pente est un peu plus faible. Et surtout sur l'électricité, où on s'est fourni en électricité renouvelable. On a simplement, par des garanties d'origine, on s'est fourni avec du renouvelable pour 100% des consommations des data centers et 20% pour tout le reste du réseau. Donc les agences et les POP. Mais on a un souci de chaise chez Chorus. Et du coup, là, pour 2024, on attend de voir du coup les résultats. Mais par exemple, je sais qu'on sera un peu plus haut sur l'électricité parce qu'on a moins pu se fournir en énergie renouvelable à cause du surcoût qu'il y a eu l'an dernier sur l'électricité. Ça a entraîné un surcoût trop important, donc on a dû réduire la part de renouvelable sur notre mix énergétique global. Donc ça permet du coup d'affiner nos deux scopes par source d'émission pour vraiment cibler notre objectif sur ces sources-là. Et hop, on passe à la diapo d'après. Et donc, une fois qu'on a identifié nos objectifs, juste avant. Voilà, merci. Hop, juste avant, la diapo numéro 4, enfin l'onglet numéro 4. L'onglet numéro 4, excusez-moi. Ça fait rien. Voilà, c'est ça. Du coup, on a bien ici sur les deux gros postes d'émission électricité et carburant des véhicules, les objectifs, donc les sous-objectifs pour suivre l'objectif principal de moins 42%. Et on va encore réaffiner derrière sur l'électricité par site et encore par site, on va réaffiner par infrastructure, donc data center et agence par exemple. Et du coup, de fragmenter nos objectifs, ça nous permet de mieux cibler et de mieux mesurer l'efficacité des mesures qu'on va mettre en place pour réduire, que ce soit réduire dans la consommation effective ou réduire en décarbonant le
la source, donc sur le renouvelable par exemple pour l'électricité. Et en fait, cette méthodologie, on essaie de la décrypter au mieux pour le scope 1 et 2, qui est le plus facile, parce qu'on maîtrise chacun des sources d'émission, pour après l'appliquer sur le scope 3. Voilà, on peut passer à celle d'en dessous. Merci. Et du coup, donc, nos actions pour arriver à réduire tout ça, donc les data centers, sachant qu'on a 3 data centers, il y en a 2 qui sont en free cooling. Donc, c'est une technologie qui permet de réduire l'effet de la consommation électrique du refroidissement des serveurs. Donc, vous avez l'air extérieur qui est à température ambiante, qui va venir remonter dans le data center, on va sur le schéma, passer à travers les serveurs, réchauffer et créer un puits de chaleur qui va ensuite être rejeté dans les bureaux attenants qui vont du siège. En fait, ça permet de chauffer les locaux ou alors relâcher vers l'extérieur. Et en plus, le data center de Marilyn a une architecture verticale qui fait que ça augmente encore plus cet effet de free cooling plutôt que des data centers qui sont horizontaux avec des salles qui sont alignées les unes aux autres. Là, elles sont toutes les unes sur les autres. Il y a des grillages entre les différents étages et du coup, ça permet l'air de passer et d'être beaucoup plus efficient. Et c'est pour ça que le data center s'appelle Marilyn, parce que l'air vient du dessous. Et donc, data center en free cooling, donc on diminue les consommations dès la conception du data center. Du coup, on n'a pas d'action à mettre en place en plus, à part le rendre plus efficient sur cette technologie-là. Donc, du coup, on va travailler sur la décarbonation du mix énergétique, donc en se fournissant en renouvelable et en installant cette année des panneaux solaires sur le site, sur les toits du data center, pour à la fois réduire l'achat d'électricité, mais aussi encaisser l'augmentation de la consommation liée à l'activité. Ça va permettre de couvrir une partie de cette augmentation pour toujours tenir dans les moins 42%. Et ensuite, l'électrification de la flotte, ça c'est sur la partie carburant. Donc, dès qu'on a, que ce soit en leasing ou en achat, renouveler un véhicule thermique par un véhicule hybride électrique. Et ensuite, là, sur le scope 3, c'est travailler, même si on ne maîtrise pas avec des données non monétaires les différents postes, ça ne nous empêche pas de vouloir avancer sur la réduction, même si on n'est pas capable de mesurer l'effet de nos actions aujourd'hui sur notre bilan carbone. Donc, c'est impliquer les fournisseurs avec des codes de conduite, au moins pour entamer la démarche, mettre des critères RSE dans les appels d'offres, et les questionner sur leurs pratiques RSE. On envoie des questionnaires à nos principaux fournisseurs pour avoir leurs grandes actions en RSE et éventuellement travailler avec eux pour essayer qu'ils réduisent, en attendant d'avoir des analyses de cycle de vie, au moins certains postes, et de récupérer leur bilan carbone à eux. Parce que du coup, au lieu de travailler avec des données monétaires, on a essayé d'avancer en affinant ces valeurs plutôt que d'utiliser des données sectorielles ou celles de l'ADEME, d'utiliser les facteurs d'émission des fournisseurs. Donc, ceux qui ont calculé leur bilan carbone, ils ont un montant CO2 par million d'euros de chiffre d'affaires. Du coup, on va utiliser cette valeur-là en fonction de ce que nous, on a acheté comme valeur à ce fournisseur. Et pour les plus gros fournisseurs, en général, ils sont aussi engagés dans des trajectoires de décarbonation. Et du coup, on va mettre dans nos modèles de décarbonation Scope 3 les prévisions de nos fournisseurs. Par exemple, l'un de nos gros fournisseurs, c'est Orange. Ils se sont fait certifier sur SBTi. Donc, ils s'engagent entre 2022 et 2030 à réduire de 40% leurs 3 scopes. Alors, du coup, on va projeter cette réduction de 40% sur leurs facteurs d'émission dans notre propre trajectoire. Donc, ça fait partie de la décarbonation de la chaîne de valeur. Et enfin, dernière action, c'est le reconditionnement des équipements sur les routeurs modem et politique de déplacement professionnel pour limiter l'avion et le déplacement des collaborateurs. Hop, donc la dernière diapo. Avant de passer à la dernière diapo, Manon, je crois que nous avons une question dans le chat qui nous vient d'Evoteam. Alors, la question est la suivante. Avez-vous discuté avec la municipalité où vous avez vos centres de la possibilité de raccorder l'excès de chaleur au logement des environnements? Alors non, aujourd'hui on l'utilise pour nos bâtiments. Je ne sais pas si la chaleur serait suffisante pour en plus chauffer les logements autour, sachant qu'on est plutôt dans des zones industrielles, donc il n'y a pas de logement, il y a on est sur un pôle universitaire et une zone d'activité.
Donc non, c'est pas quelque chose qu'on a envisagé pour le moment, parce que toute la chaleur, elle va dans les bureaux. D'accord. Parce que je sais, en Suède, il y a des centres qui font ça. On a discuté avec les municipalités et au lieu de transmettre le chaleur et le affroidir, on le met pour les maisons. Oui, d'accord. Bah, c'est vrai que si le data center est en zone urbaine, ça s'y prête bien plus, oui. Et je vois la deuxième question sur la projection des fournisseurs sur SBTI. En fait, nos gros fournisseurs, c'est des données publiques. Ils mettent en avant leur trajectoire de décarbonation. Donc, c'est du travail un peu de fourmi où on va taper chacun des fournisseurs, aller chercher sur les sites internet des fournisseurs quelles sont eux leurs trajectoires et leurs engagements. On le fait pas sur tous. On le fait sur les principaux où c'est public et sur les plus petits fournisseurs, c'est le but de nos questionnaires qu'on envoie plus largement où on leur demande leur bilan carbone et leurs objectifs pour voir où ils en sont dans leur propre trajectoire. Mais là pour moi c'est du travail à la main. Ok, merci Manon pour ces réponses. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir continuer. Ok. On va passer à la dernière diapo. Donc c'est du coup la suite de où on en est donc du coup un an après SBTI. Donc l'idée une fois une fois qu'on a essayé de mesurer l'efficacité, le gain CO2 de nos actions, c'est de mesurer le coût de ces actions en euros, de savoir quel est l'investissement qui est demandé pour suivre ces actions d'ici 2030, donc par exemple sur le surcoût de l'électricité renouvelable, sachant que ça varie énormément en fonction des années. Le surcoût d'un véhicule électrique, l'investissement des panneaux solaires. Et en fait, de chiffrer le coût de ces actions, ça donne de la visibilité à la fois à nos investisseurs à la fois pour eux-mêmes et pour leurs autres entreprises dans leur portefeuille. De dire, bah, voilà, chez nous, de réduire de 30% notre électricité, bah, ça a coûté tant d'euros. Progresser sur le scope 3, bon, c'est un peu ce qu'on a dit d'utiliser la méthodologie des scopes 1 et 2 sur le scope 3 et en essayant d'avoir de plus en plus d'analyse de cycle de vie sur des produits. Sachant que nous, on utilise le bilan carbone, il est basé sur des montants qui sont liés à des services. Du coup, c'est pas l'analyse de cycle de vie d'un routeur, c'est minime par rapport à l'utilisation du réseau, par exemple. Donc, c'est pas des données faciles à obtenir. Élargir Perméret, parce qu'aujourd'hui, on a du coup certifié Céleste France. Et du coup, l'idée, c'est d'élargir à la Suisse, aux entités qui n'ont pas encore fusionné, et puis de soumettre sur le scope 3, une fois qu'on sera prêt. Et enfin, préparer la CSRD. Donc, je pense que vous êtes tous familiers, ou presque. Donc, c'est la directive de reporting extra-financier qui impose de suivre des indicateurs sur des enjeux qu'on a identifiés avec une analyse de double matérialité. Et l'un des enjeux porte sur la plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. Et voici ce qui était recommandé par les FRAG, c'est de mesurer à partir d'une année de base d'émissions GES le gain de toutes les actions pour arriver jusqu'à l'année cible, donc 2030, et d'estimer le gain de chacune des actions. Donc du coup, on en est arrivé à peu près faire les cases en vert qui sont les réductions prévues dans les activités propres. Et dans les cases en orange, c'est dans la chaîne de valeur, où là, on a la décarbonation de la chaîne de valeur, c'est le premier bloc orange. Voilà, donc l'idée, c'est d'avancer sur tous ces blocs pour pouvoir être prêt à publier sur la CSRD, où nous, on est applicable en 2026 sur une année 2025. Voilà, plus tous les autres enjeux de la CSRD. Voilà, je suis allée au bout, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Manon pour cette présentation. Merci d'avoir terminé aussi sur une petite touche de la CSRD. C'est vrai que c'est important de pouvoir voir aussi comment est-ce que les autres entreprises font leur propre analyse de double matérialité et de pouvoir voir aussi comment est-ce que eux euh, ils, euh, ils vont remplir la CSRD qui arrive très bientôt. Je crois que nous avons une question. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, j'ai une question, c'est concernant, avez-vous mis des targets différents pour les centres différents?
parce que peut-être ils ne sont pas dans la même taille ou des choses comme ça pour être un peu plus proche. Oui, vous voulez dire pour les agences, les centres, Oui. les agences. Oui. Alors en fait, on a à part le siège où il y a une centaine de personnes, où c'est un gros site, les autres agences ont moins de 50 personnes. Donc c'est vraiment il y a quelques bureaux à part là où il y a des data centers. Donc oui, on a détaillé les émissions d'électricité par agence pour avoir un peu challengé chaque agence sur leurs émissions et leur conso d'électricité ou de gaz quand il y a du chauffage de gaz. Et justement, ça nous permet de dire, bah, tel site consomme beaucoup plus d'électricité ou beaucoup plus de gaz. Bah, du coup, c'est mieux de mettre l'accent sur leurs actions de réduction parce que le gaz, c'est beaucoup plus émetteur de CO2 que l'électricité, plutôt que de challenger un site où ils sont quatre, où là, il y a moins d'intérêt. Merci. Si. Et juste ce que j'ai pas dit, je me permets de rajouter, quand quand on ajoute la trajectoire de nos fournisseurs, l'idée c'est pas de se dédouaner en disant on va laisser nos fournisseurs travailler de leur côté et nous on n'a rien à faire comme action. C'est juste pour avoir une idée de où en sont nos principaux fournisseurs parce que s'ils sont matures en décarbonation, ce sera beaucoup plus facile de récupérer des infos chez eux sur des analyses de cycle de vie. Alors on va pas se dire euh, on va 30% de nos objectifs de décarbonation du scope 3, ben, on n'a rien à faire parce que c'est nos fournisseurs qui le font de même. Voilà, c'est juste pour avoir une idée de où ils en sont. Et vu qu'on a la chance d'avoir des gros fournisseurs qui sont des grosses entreprises, ben, on sait que c'est des entreprises qui vont avancer dans ce côté-là. Oui, vous avez raison. C'est vrai que c'est important d'avoir les fournisseurs qui sont matures sur ce sujet et pour l'exercice de la collecte des données Mm. pour la CCRD, c'est super important. Il y a un très gros travail d'échange avec les parties prenantes pour pouvoir récolter les données et en effet, la disponibilité des informations par les fournisseurs est assez important pour pouvoir mener à bien ce travail. Donc, c'est super. Je crois que nous avons aussi un programme au Pacte mondial qui s'appelle Fournisseurs durables, où il y a des sessions avec les entreprises qui peuvent ramener leurs propres fournisseurs pour pouvoir justement échanger. Je vous en dis pas plus, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous partager le lien de ces événements après la fin de la session, si vous êtes intéressé. Ben, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions? Si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat ou même après la session à me les envoyer. Je vous les transmettrai, Manon, à la fin Ok, de cette session. Très bien. très Donc, bien. merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce fut très intéressant. Et voilà, nous allons pouvoir continuer notre session avec cette fois-ci l'intervention de Guilhem de Content Square. Alors là-dessus, je vais peut-être vous laisser partager votre écran, Guilhem, et vous laisser la main pour, Absolument. pour la continuité de cette présentation. Alors, voilà. Hop. Bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Super. Alors, bonjour à tous, moi je suis Guillaume Isaac-Georges, je suis le VP Impact chez Content Square, ce qui est un grand mot pour dire en fait le directeur RSE de Content Square, qui est donc une entreprise technologique française qui fait partie du groupe des licornes françaises. Donc, comme vous le voyez sur ce slide, qui raconte un peu notre histoire depuis 2016, le moment où on a réellement basculé sur un modèle SaaS
donc avec plusieurs levées de fonds, une croissance très rapide et l'acquisition de différentes sociétés qui, évidemment, d'un point de vue comptabilité carbone, ont un peu compliqué la tâche. On est aujourd'hui à peu près 1700 collaborateurs répartis dans une quinzaine de bureaux dans le monde et on a globalement la moitié de nos effectifs qui sont en Europe et l'autre moitié qui sont aux États-Unis. Et en termes de chiffre d'affaires, on a également à peu près la moitié qui est faite aujourd'hui aux États-Unis et une autre moitié qui est faite en Europe, avec quelques éléments de revenus qui viennent de la partie Asie, Moyen-Orient, mais qui sont encore relativement secondaires. On est spécialisé dans l'expérience utilisateur. En gros, on envoie à nos clients des analyses qui permettent de bien comprendre les comportements de leurs utilisateurs en ligne, notamment à base de heatmap, d'analyse de clics à la zone et tout ce genre de choses, et qui derrière permettent d'en tirer des enseignements en termes d'expérience et du UX et du I pour faire évoluer son site web, pour offrir une expérience meilleure. On est principalement, nous, ciblés sur les grands groupes, les grandes entreprises. On a une solution qui est relativement complexe à utiliser, donc il faut des équipes suffisamment étoffées en face, mais on a un certain nombre de filiales qui, elles, adressent plus spécifiquement le mid-market et les petites et moyennes entreprises. Voilà pour notre introduction, notre identité. Alors, en termes de comptabilité carbone, on a commencé en 2021 à faire notre premier bilan carbone qui était principalement basé sur une approche monétaire, et on a fait des approximations, comme tout le monde, on a fait des approximations assez importantes. En 2022, on a essayé de basculer sur une approche physique sur plusieurs sources qu'on pouvait mesurer de cette manière, en particulier tout ce qui était nos voyages d'entreprise et notre infrastructure cloud. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un point important. On a eu pas mal de difficultés au début. Je pense d'ailleurs que on va avoir une approche assez complémentaire avec la présentation que vient de faire Manon. Nous, on n'a aucun data center en propre. On repose essentiellement sur du cloud et sur des fournisseurs qui sont tous des big tech et donc des très gros fournisseurs dont il n'est pas toujours facile d'obtenir la transparence nécessaire et la donnée qui permet de faire des calculs assez fidèles à la réalité en termes de consommation d'énergie. Et en 2022, on a également commencé à faire une première modélisation sur notre trajectoire carbone. On l'a faite en interne à ce moment-là. Et on a poursuivi ces travaux en 2023, où on a fait donc notre troisième bilan carbone. Là, on a pas mal basculé encore sur des approches physique sur de nouvelles sources d'émissions, à peu près 40% qui sont aujourd'hui couvertes en approche physique. Et on a également fait la mesure de notre scope 3 aval, qui nous permet donc maintenant d'avoir une vision assez fine de ce que représentent les émissions associées à l'utilisation de nos services par nos clients. Et on a également soumis notre trajectoire à Science Based Target, qu'il a approuvé en 2024. Et on a également commencé à construire un plan d'action que je vous présenterai tout à l'heure. Et on a bénéficié des conseils de l'accélérateur Global Compact qui nous ont bien aidés à préparer notre soumission SBTi. Alors, si je vous montre maintenant rapidement nos émissions 2023. Donc, vous voyez qu'on a un total de 14 000 tonnes, un peu plus. Et que, comme Manon le disait tout à l'heure, nous, c'est peut-être encore plus extrême. On a vraiment l'essentiel de nos émissions, 97% qui sont situés dans le scope 3. On a un modèle d'entreprise qui est très asset light. On possède quasiment rien. On est hébergé dans des bureaux qu'on loue. On n'a pas d'usine de production. On n'a aucun data center en propre. On n'a même pas un serveur, à vrai dire. Donc, on a très, très peu d'assets et donc, de fait, très peu d'émissions dans les scopes 1 et 2, y compris liées à nos bureaux, par exemple. La plupart du temps, on achète une prestation complète pour nos bureaux. On ne paye pas directement les factures d'énergie et de fait, on n'a pas la main. Et d'un point de vue comptabilité carbone, c'est plutôt dans notre scope 3 que dans notre scope 2, à l'exception de quelques bureaux qui sont des cas particuliers pour lesquels on pilote directement, nous, les factures et les consommations et donc qu'on affecte au scope 2. Notre scope 1 est en fait essentiellement composé d'une espèce d'estimation par défaut des fuites potentielles de gaz frigorigène qu'on est obligé de renseigner, mais sur lesquelles on n'a aucune information, et donc on prend la valeur par défaut, et ça nous fait cette base de 105 tonnes qui mérite d'être challengée, mais pour ça nécessite des informations qu'on n'a pas de la part de nos fournisseurs. Donc c'est un peu encore un trou dans la raquette qu'il faut qu'on arrive à boucher sur l'année prochaine. Ce que je voulais vous montrer, surtout qui je pense a de l'intérêt, c'est cette comparaison entre 2021 et 2023. Elle est intéressante, je trouve, parce qu'elle montre le chemin qu'on a parcouru et probablement les erreurs d'appréciation qu'on a fait au départ. Donc, dans le premier bilan carbone qu'on a fait avec une approche purement monétaire, on a
terriblement surestimé la partie infra-cloud, qui représentait, comme vous le voyez là, en fait, près des 2 tiers de notre bilan carbone 2021. Tout ça parce que, en fait, quand on utilise le facteur d'émission de l'ADEME, ben, on a tendance à énormément surestimer parce qu'il ne se base pas sur des consommations réelles. Nous, on avait une démarche d'optimisation de notre infra cloud qui était déjà très avancée parce que c'est évidemment une des principales sources de coûts de l'entreprise. Donc, d'un point de vue coût, elle était très optimisée et en réalité, c'est très corrélé, la dimension coût et la dimension énergie sur ce type d'achat. Donc, on était très surpris d'avoir cette si grosse source d'émissions sur la partie cloud. Donc, on savait qu'on avait un chantier là-dessus. On l'a adressé. On a pris les services d'un cabinet spécialisé sur les questions d'IT qui nous a aidé à construire un modèle. Donc, on a désormais un modèle qui nous permet de mesurer ça, on va dire, quasi en totalité physique, pas totalement parce qu'on a quelques proxys quand même, mais on est désormais en capacité, en se basant sur les factures détaillées de nos fournisseurs de cloud, de connaître quelle est par exemple la quantité de compute, de data transférée et aussi de data stockée. Et donc en utilisant des méthodologies en open source, on a réussi à avoir aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup plus fin. Et donc, vous voyez que quand on le regarde en 2023, alors que l'activité a significativement augmenté, bah, en fait, on est sur des émissions qui ont radicalement baissé et qui représentent une part tout à fait inférieure à ce qu'elle était en 2021. De la même manière, on avait probablement mal estimé aussi la partie voyage, qui aujourd'hui représente assez nettement plus. Alors, c'est aussi lié au fait qu'on a évolué en nombre de collaborateurs et qu'on a aussi développé l'activité à l'international, et donc ça génère aussi plus de voyages pour l'interne. Mais en tout cas, je trouve qu'on montre bien ici l'évolution qu'on peut avoir dans l'affinage de sa comptabilité carbone, et on arrive à avoir quand même une catégorisation qui est à la fois plus fine et qui est assez radicalement différente de ce qu'on estimait en première approche. Euh, Ensuite, je voulais vous faire cette petite incise ici, parce que donc quand on a fait notre soumission Science Based Target, en fait, on a dû revoir un peu notre scope. On a changé quelques aspects méthodologiques parce que SBTI, en fait, n'est pas totalement aligné avec le GHG Protocol. Et comme on comptabilisait sur notre année de référence, notre année 2022, pour faire notre trajectoire, on avait une approche en GSG protocole qui était à 16 900 tonnes. En fait, une fois qu'on l'a eu revu avec une approche SBTI, on a exclu un certain nombre de choses et en réalité, on s'est retrouvé plutôt aux alentours de 14 000 tonnes. Ce qui, vous le verrez dans la slide juste après, en fait, nous a fait rater notre première target annuelle 2023, en particulier sur les scopes 1 et 2. Alors qu'on on l'avait pas envisagé comme ça. On pensait partir de 16 900 et donc avoir un peu de marge sur notre première année. Mais un conseil, si vous vous apprêtez à soumettre SBTI, il y a quelques petites différences. Vous le voyez ici, là, hein, donc notre scope 3 aval, par exemple, il ne rentre pas en considération. Toute la partie chauffage des collaborateurs qui sont en télétravail. C'est une particularité chez nous. On est une boîte de technologie. On a énormément de gens qui sont en 100% télétravail. Donc, on avait essayé d'être plutôt plus proche de la réalité en comptabilisant au moins une part forfaitaire de chauffage pour ses collaborateurs, y compris en fonction de où ils étaient localisés. Donc ça, SBTI nous a dit de le sortir. Et puis après, les hôtels, par exemple, aussi, dans les voyages d'affaires, pas pris en considération côté SBTI. Donc c'est les choses qu'on a sorties. Si je vous montre maintenant notre évolution à 1 an, entre Euh, donc 2022, notre année de référence. Excusez-moi, Guilhem, excusez-moi de vous interrompre. Nous avons des questions qui sont venues dans le chat. Si vous me permettez, je vais vous les Oui, bien lire. sûr. Il y en a une qui vient donc de Matawan, qui est la suivante. Vous passez par un prestataire externe pour calculer vos impacts carbone du cloud? Et si oui, peut-on en connaître son nom? Alors, on passe pas par un prestataire externe, maintenant on le fait en interne. Par contre, on est passé par un prestataire externe pour construire le modèle. Et oui, il est tout à fait possible de connaître son nom. C'est un petit cabinet de conseil qui s'appelle Hublot, H-U-2-B-L-O, spécialisé sur ces questions-là et des gens super, très efficaces qui nous ont bien aidés à comprendre. Je peux Ok, donner les super. références sans aucun problème. Ok, oui, très bien. J'ai regardé ça. Et puis, nous avons
Une autre question aussi de Devoteam. Fund et employés Mills, est-ce obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. Enfin, ça, ça dépend. Disons qu'on peut faire des approximations en comptabilisant ça dans un sondage où on prend les habitudes alimentaires, où on peut le faire sur un facteur par défaut. Mais à ma connaissance, c'est pas obligatoire. Nous, on a choisi de l'intégrer, mais normalement, c'est pas forcément le cas. Ça dépend par ailleurs si vous avez un restaurant d'entreprise ou pas. Si vous avez un restaurant d'entreprise, vous allez compter sur cette catégorie-là. Et si vous n'en avez pas, normalement, il faut faire quelque chose un peu sous forme de sondage pour voir, ou sinon appliquer une valeur forfaitaire. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Très Je bien, vous laisse alors je continuer. reprends. Donc, quand je montrais l'évolution entre 2022, notre année de référence SBTI, et 2023, donc c'est intéressant de voir qu'on a quand même, grâce à une nouvelle politique sur les voyages, significativement baissé l'empreinte de nos voyages. Il y a aussi une part d'approche méthodologique qui a un peu évolué ici. On les avait probablement un peu surestimés en 2022. Là, on sait qu'on l'a fait de manière très fine et donc on est maintenant calé. Donc, on fait quand même moins 1800 tonnes sur ce volet-là. On a mis en place également une politique nouvelle sur le matériel IT en allongeant la durée de vie du matériel existant et en désormais prenant que du reconditionné sur les nouveaux matériels. Donc là aussi, on voit quand même une différence relativement significative. On a aussi appliqué de nouvelles températures de chauffage et de climatisation dans nos bureaux. Ça a généré quand même quelques économies. On a également joué un peu sur le travail à distance et puis très légèrement après sur le waste. Parmi les hausses, donc on a toujours ce sujet de climatisation qui nous ennuie et sur lequel on n'a malheureusement pour l'instant pas beaucoup de prise. On a une légère augmentation des sujets de catering pour différents événements et surtout donc une augmentation sur le volet cloud qui est lui lié à l'ajout en 2023 de toute la partie service client que jusque-là on n'avait pas comptabilisé. Donc on utilise des services clients, c'est assez courant dans les services SaaS. Donc, on utilise beaucoup les services clients de nos cloud providers. Et donc, ça, en fait, on ne l'avait pas intégré dans un premier temps. Et en réalité, d'un point de vue méthodologique, il est mieux de l'intégrer. Donc, on l'a ajouté. Et puis, on a une hausse de nos achats, en particulier de nos achats de conseils, on le verra. Et donc là, bon, lié à la hausse de l'activité normale, on a cette hausse en émission. Donc ici, on voit vraiment les principaux sujets sur lesquels on doit agir. Donc je viens de les balayer, mais voilà, c'est vraiment les trois grands sujets sur lesquels il y a eu des évolutions majeures entre 22 et 23. Maintenant, si je passe à Science Based Target, vous savez très bien ce qu'est Science Based Target. Je vous montre désormais nos cibles à nous. Donc, on a sur les scopes 1 et 2 des objectifs d'émission, de réduction d'émissions en absolu. Donc, on doit faire à peu près 6,8% de réduction par an entre 2022 et 2032. On a aujourd'hui, entre 2022 et 2023, en fait, une augmentation de 28%. Donc, qui est liée plutôt à des écarts de méthodo qu'à une vraie augmentation de ces émissions-là. Bon, on a fait quelques petites choses sur l'année 2023, notamment en passant sur du renouvelable sur l'ensemble de nos bureaux sur lesquels on pouvait, et puis en ayant un peu plus d'infos de la part de nos fournisseurs de bureaux. Donc, on est assez confiant sur le fait que l'année prochaine, on devrait être plutôt dans l'objectif. Sur le scope 3, désormais, là, ici, on a un objectif. Donc, scope 3, pour nous, on a un objectif qui est donc en intensité économique, mais comme vous le savez, SBTI, en particulier pour notre profil d'entreprise, recommande fortement d'adopter une approche en valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, c'est en fait basé sur un indicateur qui est celui de la marge brute. Donc, en gros, on fait un calcul, un indicateur en intensité, donc en tonnes de CO2 par million d'euros de marge brute. Et donc, quand on regarde cet indicateur-là, donc cet indicateur, en fait, il a, je dirais, une vraie pertinence pour les entreprises qui produisent des biens. Il est un peu moins adapté pour les entreprises qui, comme nous, produisent des services. Évidemment, quand on produit des biens, ça veut bien dire quelque part que quand on arrive à produire la même quantité de biens avec moins de matières premières, par exemple, on fait des efforts d'optimisation et donc on a tendance à baisser ses émissions par unité de valeur. Bon, ça, tout le monde comprend bien. Par contre, quand on produit comme nous des services informatiques, du software, c'est un peu moins évident.
Donc, malgré tout, on a suivi les recommandations SBTI et donc on a fait en réalité une baisse beaucoup plus significative que prévu en 2023, notamment parce qu'on a une forte augmentation de notre marge brute et parce qu'on a réduit aussi réellement en valeur pour le coup un certain nombre de sources d'émissions du scope 3. Euh, Évidemment, quand on fait des projections sur l'indicateur marge brute jusqu'à 2032, on se rend compte que, en gros, si on tient nos prévisions et de croissance et d'EBITDA, ben, en fait, on va être relativement à l'aise pour tenir nos objectifs carbone en même temps. Ce qui sera pas nécessairement synonyme d'ailleurs d'une baisse en valeur absolue de nos émissions. Euh, Ici, petit classement intéressant où on essaie de se comparer à nos compétiteurs et à nos pairs. Et donc l'idée, c'est d'être sur une trajectoire d'augmentation de l'efficacité permanente. Et donc on voit qu'en 2022, on était peut-être un peu sur la fin du classement. En 2023, on a quand même assez bien rattrapé. Et notre objectif à 2032, c'est d'être au niveau des meilleurs du secteur. Adobe, par exemple, qui a une efficacité carbone particulièrement élevée. Donc, c'est notre objectif d'être au moins à ce niveau-là d'ici 7 ans. Donc, on voit que pour respecter notre objectif total, il faudra qu'on fasse une économie de 6600 tonnes en 2032. Et donc, pour ça, on a fait un plan d'action. Donc, notre plan d'action, en gros, il repose beaucoup sur un volet fournisseur. Donc, sur le volet fournisseur, il faut qu'on avance dans la mise en œuvre de notre politique d'achat durable. Donc la politique date de l'année dernière. On a encore pas mal de choses à implémenter dans les systèmes, notamment on utilise la solution EcoVadis fournisseur pour évaluer nos fournisseurs. Alors, comme vous l'imaginez, ça marche pour en gros les fournisseurs de rang 1 et les plus gros qui ont le plus de chances d'avoir déjà un classement EcoVadis. Mais il y a désormais une fonctionnalité nouvelle sur EcoVadis fournisseur qui permet d'adresser un questionnaire simplifié à ceux qui n'ont pas déjà une scorecard. Et donc, ça vous permet quand même globalement de couvrir pas mal de fournisseurs. Le questionnaire simplifié, je dirais, est accessible déjà à des PME d'une taille modeste, mais qui sont capables de répondre à certaines questions. Donc, ça permet de couvrir quand même une assez grande partie de vos fournisseurs. Notre particularité à nous, c'est qu'en gros, on a 90% de notre dépense fournisseur qui repose sur en fait une centaine de fournisseurs. Donc c'est essentiellement des gros et donc c'est des gens qui savent déjà à peu près répondre à ce type de questions, qui le font déjà par ailleurs. Et donc on envisage évidemment d'intégrer des critères climat dans nos appels d'offres et d'avoir des clauses, y compris dans nos contrats, en cas de non-respect de trajectoire, etc. Donc je pense qu'on fera une partie du chemin là-dessus en mesurant mieux et on aura évidemment une autre partie du chemin, la plus difficile, en sélectionnant nos fournisseurs sur ces critères-là. Ensuite, on a un vrai sujet sur nos campagnes de marketing digital. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on mesure mal. On a très peu de visibilité en fait sur des données agrégées qui viendraient de nos différentes plateformes sur lesquelles on fait des campagnes. On fait beaucoup d'acquisitions sur des canaux digitaux, l'essentiel en réalité, et le reste sur de l'événementiel, mais c'est quand même là-dessus qu'on investit beaucoup en marketing et donc on a des budgets assez significatifs. Donc quand on les calcule en monétaire, évidemment, ça fait tout de suite des sommes très élevées. Donc l'enjeu ici, c'est passer du monétaire au physique. Il y a de plus en plus de solutions qui existent pour faire ça. Il y en a qui sont plus ou moins précises. On en a identifié quelques-unes avec lesquelles on va très probablement travailler l'année prochaine. Et notre enjeu principal, c'est d'accéder à la donnée des différentes plateformes. Donc on a tout un process interne qui est en cours de mise en place pour avoir ça. Ici, sur la partie voyage. Alors, oui, pardon, excusez-moi, nous avions justement une question sur la partie voyage, mais peut-être continuer et puis on pourra Posez la mentionner question comme ça, la. je vais répondre en même temps. Très bien, alors allons-y. Euh, Aussi une question de Matawan. Qu'avez-vous mis comme grandes actions ou sinon pourriez-vous nous partager votre politique de voyage? Alors, je peux complètement partager la politique de voyage. Donc déjà, on a essayé d'établir des grands principes. On a essayé de d'abord faire comprendre que il fallait pas envisager le voyage comme un reward, ce qui était quand même un peu la tendance au sein de l'entreprise depuis pas mal d'années. Il y a un peu ces logiques de le meilleur commercial du trimestre participe au President's Club et fait un peu
le tour de l'Europe pour voir les différents bureaux, etc. Donc ça, on a clairement mis un holà à ce genre de pratique qui générait des émissions absolument inutiles, d'une part. Après, on a coupé un certain nombre de flexibilités qu'on avait jusque-là, en particulier donc, on a un enjeu de rassemblement interne. On est une entreprise qui est très éclatée entre plusieurs sites avec des cultures assez différentes, à la fois parce que des gens viennent d'entités différentes qui ont été rachetées et donc agrégées au sein d'une nouvelle entreprise, donc elles n'avaient pas du tout la même identité à la base. Donc on essaye d'en construire une nouvelle commune. Et par ailleurs, parce qu'on a des gens qui viennent de pays très différents aussi. Et donc, on a besoin d'avoir un minimum de rendez-vous en physique. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y avait des pratiques qui étaient un peu extrêmes. On avait tendance à se réunir souvent et à choisir une destination un peu plaisir pour se retrouver, y compris quand on n'avait aucun collaborateur qui était localisé dans le pays où on faisait le rassemblement. Donc, on arrivait avec des trucs un peu aberrants où une équipe qui était basée à la fois à Amsterdam, à Paris et à Barcelone se retrouvait en Suède. Bon, donc ça aussi, on a interdit littéralement ce genre de pratique. Ça marche plus. Désormais, il y a un process qui fait qu'en fait, on ne peut pas faire ce genre de choses. On ne peut pas faire ce genre de réservation. Y compris même si c'est moins cher, parce que c'était souvent l'argument avancé. C'était souvent, oui, moins cher de trouver un billet à très bas coût pour aller un week-end en Suède plutôt que de se retrouver tous à Paris, par exemple. Bon, on a fait le sacrifice sur la partie budget, mais on a dit que c'était plus possible. Donc, ce type de principe, on a également obligé à voyager en train en dessous de 4 heures. Dès qu'on est sur un trajet qui est faisable en train en dessous de 4 heures, c'est train obligatoire. Donc, y compris sur des cas particuliers, parce qu'il y a toujours, une fois qu'on établit ce genre de règles, il y a toujours des cas particuliers de oui, mais moi j'habite au sud de Londres et en fait, si je dois prendre le train, ça me rajoute 1 heure de trajet, etc. Donc, on essaye d'être ferme là-dessus, y compris vis-à-vis des top managers, parce que c'est souvent de là que viennent les demandes. Et en fait, il y a une dimension d'exemplarité qui est hyper importante. Si les top managers ne le font pas, il n'y a aucune raison qu'en dessous, ça ait envie de respecter la règle. Donc, on essaye d'être assez ferme là-dessus. C'est pas toujours simple, mais on essaye. Et puis, on a aussi coupé quelques très grands rassemblements. On avait un rassemblement annuel qui réunissait l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Alors, ça allait quand il y avait encore jusqu'à 350, 400, éventuellement 500 collaborateurs. Ça passait encore. À partir du moment où on a commencé à être 1300, 1500, c'est devenu absurde d'un point de vue à la fois budget et émission. Et donc, on a basculé ce type de rassemblement en full visio. Donc ça a quand même beaucoup aidé aussi à faire des économies. Voilà. Et j'ajouterais que sur l'obligation du train, on le fait en Europe, mais on le fait aussi sur la côte est des États-Unis, où il y a en fait quand même des trains, et il y a beaucoup de choses qui sont faisables. On a un bureau à New York, mais il est facile d'aller à Boston, à Philadelphie ou à Washington, D.C. En train. Voilà. Donc on le fait aussi là. Donc oui, juste sur la partie comparaison 22-23, voilà, c'est intéressant de voir que quand même, une fois qu'on a mis en place la politique voyage, il y a eu une baisse significative. Et surtout, j'allais dire, c'est à la fois la policy, mais c'est aussi le process. Jusque-là, on avait en gros des voyages qui étaient validés par nos office managers, qui n'avaient pas beaucoup de légitimité pour dire non. Et en fait, on a basculé cette validation chez les cost center managers qui, eux, ont le budget voyage et qui peuvent dire oui, non. Et ce qu'on essaye de faire déjà depuis un moment, avec certaines difficultés, parce que c'est pas simple, c'est de mettre en place un budget carbone individuel sur le voyage qui donc permettrait à chacun d'avoir une visibilité sur quelque part son quota possible d'émissions liées au voyage. Et ça pourrait se gérer à la fois de manière individuelle, mais aussi de manière à l'échelle du département, par exemple, où on pourrait allouer des bouts de budget carbone à différents collaborateurs. Sachant que, évidemment, ça permettrait aussi d'avoir des approches assez différenciées entre les collaborateurs qui ont vocation à aller voir du client sur le terrain et qui, par définition, voyagent, et ceux qui, en fait, sont sur des fonctions plutôt administratives et qui ont moins vocation à voyager, pour avoir des budgets différenciés. Donc là-dessus, d'ailleurs, si vous avez de bonnes idées, on est toujours preneur parce que ça fait quand même quelques mois qu'on se casse un peu les dents dessus parce que c'est pas simple, en fait. Euh, voilà, ça c'était juste une représentation de ce qu'on peut gagner en obligeant à prendre le train. Donc on voit que par exemple, encore en 2023, on a encore 140 vols qui auraient pu être remplacés par des trains. Voilà. Donc il y a encore quelques trous dans la raquette, quelques petits vols qui passent, mais on espère bien qu'en 24, on va avoir significativement réduit.
Un point juste sur les événements, on fait aussi donc en acquisition pas mal d'événements et donc c'était un sujet relativement important à la fois parce que il y a toujours du set design, du stand, de la déco et puis du catering. Donc on a mis en place une policy là-dessus qui marche bien. On a eu vachement de support de la part des équipes marketing qui avaient envie de faire ça et donc on a fait tout un travail collaboratif avec les équipes pour voir ce qui était faisable et ce qui l'était moins et ce qui pouvait être adressé facilement avec les fournisseurs, ce qui allait demander un peu plus de temps. Donc, on a fait une mise en œuvre progressive. Et là, aujourd'hui, on commence à être assez mature là-dessus. Et donc, le dernier événement qu'on a fait à Paris, il était plutôt modèle du genre où je trouve qu'on a bien progressé et on commence quand même à avoir maintenant des bonnes pratiques qui sont ancrées. Voilà, bah, on envoie un extrait effectivement de cet événement. Voilà, et puis un dernier point sur les bureaux. Donc on voit que là aussi, on peut faire des économies assez substantielles en changeant euh, quelques pratiques sur les bureaux. Donc jusque-là, en fait, ça n'avait jamais été regardé. Donc on s'était jamais préoccupé de savoir quel était le système de chauffage, l'énergie de chauffage, par exemple, dans le choix de certains bureaux. Donc désormais, on est en train de changer de bureau dans différents endroits parce qu'on s'agrandit la plupart du temps. Et donc, on a mis ce critère-là comme étant absolument central dans le choix des nouveaux bureaux. Par exemple, à New York, on avait un bureau qui était chauffé au gaz, ce qui est rare à New York, puisqu'il y a un réseau de chauffage urbain qui est très dense et très efficace. Et donc là, on avait des émissions qui étaient tout à fait évitables. Donc, au moment où on a changé de bureau, on est passé sur un bureau chauffé au chauffage urbain et ça nous fait faire quand même des économies assez substantielles. Ça commencera en 2025, mais on a fait des projections qui nous montrent qu'on va gagner pas mal. Euh, Ouais, là on voit donc la bascule sur le matériel IT. Donc vous voyez quand même qu'en 2022, alors il y a évidemment des effets de cycle, hein, donc en 2022, on a eu beaucoup d'achats de matériel. C'est malheureusement l'année où on a fait du renouvellement beaucoup sans passer par du reconditionné. Néanmoins, en 23, alors qu'on a quand même significativement augmenté en nombre de collaborateurs, là on a pris essentiellement du reconditionné et on a allongé la durée de vie du matériel existant. Donc on est passé de 3 à 5 ans. Et ça, on voit bien qu'en termes d'émissions, c'est quand même relativement efficace. Derrière, on fait évidemment tout ce qui est autour de l'engagement employé. Donc, on a fabriqué une formation sur le climat nous-mêmes. On a fait une première expérience où on a vu que ça marchait pas bien en allant sourcer un e-learning existant sur l'économie bas carbone, par exemple. On a eu énormément de retours négatifs sur je comprends pas pourquoi je dois faire ça. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que je fais tous les jours. Ça parle pas de mon entreprise, ça parle pas de mon job, etc. Donc on a pris ces réactions et on s'est dit bon en fait il faut qu'on fasse une formation qui est beaucoup plus liée à l'entreprise. Et donc on a fait notre propre formation qui est basée sur notre bilan carbone. Et là on a des retours qui sont très bons pour le coup. À la fois parce qu'elle est peut-être plus didactique et plus liée à ce que les gens vivent au quotidien. On a un programme de fresque du climat qu'on a désormais animé nous-mêmes. On s'est formé et on le fait nous-mêmes. Puis on a différents outils d'engagement aussi en état. Euh, je voulais vous parler d'une dernière chose, donc sur notre scope 3 aval. Je trouve que c'est un exercice intéressant, à la fois parce que ça peut être aussi un différenciateur par rapport à la concurrence. Nous, on sait très bien que l'immense majorité de nos concurrents ne le fait pas. Donc, nous, on a eu à cœur de proposer à nos clients des rapports qui sont basés sur une analyse au réel des émissions liées à leur usage de nos services. Donc, ce qui permet du coup de venir challenger la valeur qu'ils mettaient jusque-là dans leur scope 3 simplement en multipliant les euros qu'ils dépensaient chez nous par un facteur standard de l'ADEME sur le software, qui globalement est assez surestimé. Ce qui est intéressant, c'est que nous, pour le faire, donc, on est parti du modèle qu'on avait fait sur le cloud. Donc, d'abord, on a regardé quel était l'impact des données stockées, des données clients qu'on stocke sur notre cloud pour lui permettre de faire ses analyses. Ensuite, on a regardé quelle était l'intensité des requêtes qui étaient faites par le client sur la plateforme. Donc ça nous permet d'avoir une notion du compute qui est généré dans les serveurs de notre infrastructure cloud. Et puis ensuite, on a regardé une dernière chose, c'est pas une dernière chose, une avant-dernière plutôt, qui est le tag qu'on doit installer sur le site de nos clients. En fait, notre solution fonctionne avec un tag JavaScript, qui, une fois qu'il est sur le site de nos clients, va venir collecter de la donnée et en fait est téléchargé par chaque utilisateur qui se rend sur le site de nos clients.
chaque fois qu'il est téléchargé, ce petit tag génère, en gros, c'est un téléchargement d'un mini-fichier de 80 kilooctets. Télécharger 80 kilooctets, il y a toujours une petite consommation d'énergie derrière. Et en fonction de si vous vous trouvez en Chine, en Pologne, en France ou en Norvège, ça n'a pas le même impact. Donc, on a réussi à modéliser ça et donc on a désormais une vision assez claire en multipliant par le nombre d'utilisateurs qui ont visité le site de notre client sur une période donnée et en fonction de leur localisation, on sait dire assez précisément quel impact ça a généré, donc y compris chez les devices des utilisateurs, de nos utilisateurs. Et puis en dernier ressort, on affecte une part de notre impact carbone à nous, de notre bilan carbone à nous, parce que pour délivrer nos services, on doit avoir des bureaux, on doit avoir des commerciaux, on doit avoir du cloud, etc. Et donc on affecte cette part-là au prorata du revenu généré par le client en question. Donc, on a de cette manière une approche assez complète. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde donc voilà le breakdown de ce calcul, bah, en fait, on voit que la partie cloud compte, bon, pour une part non négligeable, mais enfin quand même assez secondaire, que la partie tag est absolument minime et que en fait, c'est l'affectation de notre bilan carbone à nous qui est la plus importante. Quand on compare ça avec l'approche ADEME en monétaire, on est en moyenne 5 fois moins quand on fait un calcul précis avec ce modèle-là. Donc c'est toujours plutôt valorisant vis-à-vis de vos clients de pouvoir dire, ben, non seulement je suis un fournisseur plutôt engagé et transparent parce que je vous donne ce chiffre, et en plus ce chiffre il est 5 fois moindre que celui que vous calculez jusqu'à présent. Voilà, et je vais m'arrêter là et je suis évidemment ravi de répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup, Guilhem, pour cette présentation qui était vraiment très complète et très intéressante. C'est vrai que pour les entreprises un peu plus numériques, ça représente un sacré challenge de pouvoir aussi compter ces émissions et de pouvoir les baisser. Je me demandais si vous étiez impliqué dans la CSRD dans les années qui Alors arrivent. oui, ouais, bien sûr, ouais, j'aurais pu effectivement à l'image maintenant conclure là-dessus. Donc ouais, on est tout à fait impliqué dans la CSRD, on est soumis. Donc nous, on sera vague 2, c'est-à-dire 2026 sur année 2025. On a fait notre analyse de double matérialité, on a fait notre gap analysis aussi, donc on voit à peu près où on a des trous dans la raquette et ce qu'on va devoir reporter suite à la double mat. Et on commence à travailler sur le plan d'action climat, donc format CSRD, c'est-à-dire avec volet mitigation et volet adaptation. Sur volet mitigation, on a déjà plutôt bien avancé. On a encore quelques bricoles pour rentrer vraiment dans le cadre CSRD. Par contre, sur le volet adaptation, ce qui est intéressant, c'est que ça amène à se poser des questions plus stratégiques à moyen long terme. C'est-à-dire, par exemple, en termes d'infrastructure cloud, est-ce que aujourd'hui, dans le mapping de mes data centers, j'ai des unités qui sont particulièrement exposées aux risques climatiques extrêmes? Si oui, quelle stratégie alternative j'ai? Est-ce que, par exemple, je peux basculer ce stockage de données du Texas à l'Irlande, par exemple. Voilà. Et chaque fois, on peut par ailleurs faire des gains, d'ailleurs, en faisant ce genre de choses, on peut faire des gains sur le volet mitigation, parce que l'intensité carbone de l'électricité des États-Unis, de l'Irlande ou de la France est significativement différente. D'accord, ok, je vois. C'est c'est vrai que c'est assez compliqué quand même de pouvoir ouais, déterminer quels sont les, euh, les enjeux qui sont pris en compte ou pas, d'où l'importance de faire l'analyse de double matérialité. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient de plus en plus souvent dans les questions des membres, donc voilà, je voulais avoir votre avis dessus. Merci d'avoir répondu à cette question. Plaisir. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour Content Square? Oui, moi j'en ai une. Oui. Je voulais savoir par rapport aux formations collaborateurs. Vous disiez qu'au début, vous faisiez des formations en ligne et que ça n'a pas fonctionné, que vous avez revu le format. Et je voulais savoir si le format revu était toujours en ligne ou si ça avait changé.
Alors, donc effectivement, on avait pris un peu une formation sur étagère chez AXA Climate, pour pas les citer. La formation est très bien, moi je la trouve assez complète et intéressante, mais il s'avère que ça n'a pas marché avec nos collaborateurs qui ont considéré que c'était à la fois trop compliqué et pas adapté à ce qu'eux faisaient tous les jours. Et donc on en a fait une nous-mêmes, donc ça on peut vous la partager, c'est un fichier SCORM, mais du coup elle est très ciblée sur nos enjeux à nous. Là, avec plaisir, oui, oui, si c'était possible. Bien sûr, ah ouais, c'est possible. Merci. Je me permets juste d'intervenir sur le même sujet. On a fait la même chose et on a fait un peu déçu des formats qui existent aujourd'hui. On a fait notre propre formation sur la RSE pour expliquer concrètement ce qu'on fait en RSE et c'est pas juste éteindre la lumière ou réduire ses mails. Surtout dans le numérique, on a beaucoup d'idées reçues fausses. Et, euh, et du coup, on avait fait un premier module donc en ligne et en e-learning sur toute la RSE. Et on a fait une version webinaire de cette version e-learning pour du coup, avoir plus d'interactivité. Sur Mentimeter, pareil, pour que ce soit plus dynamique. Et là, maintenant, la phase 2, c'est de refaire une mini-formation, mais par direction, parce qu'effectivement, comme vous disiez, les enjeux d'un commercial ou de quelqu'un à la compta, c'est pas du tout les mêmes sur l'éthique, sur la relation client. Et du coup, c'est de faire des mini-formations RSE, mais dédiées à chaque métier pour que les gens se projettent plus et s'impliquent plus dans leur métier. Voilà. Donc c'est en projet complètement. Mais effectivement, je retrouve le même insatisfaction sur quelque chose de très général et le besoin de se sentir concerné par métier. Merci pour ce témoignage. Intéressant. Oui, mais merci beaucoup. C'est vrai que si vous proposez aussi des formations, voilà, c'est intéressant toujours d'en savoir plus, surtout sur ce secteur du numérique qui est assez, je trouve, assez inconnu du grand public concernant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, merci à tous les deux pour ces témoignages. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des dernières questions? Oui, moi j'ai une question pour savoir si vous adhérez à l'Institut du numérique responsable ou à d'autres collectifs. Alors, on n'y adhère pas formellement, mais on a beaucoup d'échanges avec eux. Et depuis un bon moment, pour être tout à fait transparent, on tourne aussi depuis un certain temps autour de l'idée de proposer des services de mesure d'empreinte carbone pour site web, parce qu'après tout, on collecte les données nécessaires pour le faire. Et on saurait le faire sous réserve de quelques développements. La vraie question, je trouve, là-dessus, c'est que le marché n'est pas mûr. Et qu'on a vu déjà beaucoup de startups qui sont lancées sur ces sujets-là et qui, en fait, n'ont pas réussi à survivre. Donc, oui, d'un point de vue méthodologique, et les acteurs que je citais tout à l'heure, Hublot, sont clairement des adhérents de Green IT et dans toute cette sphère-là. Et donc, on échange très régulièrement avec eux sur des dimensions méthodologiques. Après, sur des évolutions, j'allais dire, plus produits ou services, il y a un manque de maturité du marché, malheureusement. Et peut-être les annonces récentes d'explosion de trajectoire carbone de la part des big tech va changer la donne. J'avais aussi une dernière question sur votre avis justement par rapport au développement de l'intelligence artificielle et au coût justement carbone que cela représente. Est-ce que c'est en réflexion chez vous, Ouais. aussi bien chez Céleste que chez vous? Manon, je peux peut-être te laisser répondre en premier si tu veux. Euh, oui, alors non, pour le moment, on ne le prend pas en compte parce qu'on l'utilise peu, ou en tout cas peut-être plus sur la R&D. Mais en tout cas, nous, côté RSE, pas du tout. Donc, pour le moment, c'est pas un sujet chez nous. Et bon, alors chez nous, pour le coup, c'est comme dans beaucoup de boîtes en ce moment, une effervescence immense autour de l'IA. C'est le sujet majeur de tous les événements, sur toutes les conversations. Donc, on est en train d'intégrer des briques d'intelligence artificielle à notre produit. Notamment, on peut avoir une espèce de robot conversationnel pour demander des analyses de manière très automatisée, ce qui, en réalité, pour nous, change pas mal la donne, puisque, comme je le disais dans l'introduction, notre solution est relativement complexe à utiliser. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a une phase d'initialisation qui est relativement complexe et sur laquelle il faut investir un peu de temps et de capital humain. Donc, c'est vrai que la dimension intelligence artificielle permet de
d'accélérer très fortement cette phase et d'y investir beaucoup moins. Donc, on regarde forcément ça avec intérêt. Donc, il y a des développements qui sont en cours chez nous. On essaye, côté impact et durabilité, d'amener une réflexion autour des enjeux environnementaux. C'est pas toujours simple. Euh, pour l'instant, en gros, il y a une espèce de focalisation sur les outils ChatGPT qui sont visiblement bien au-dessus de la moyenne pour plein de raisons techniques que je ne maîtrise pas moi-même, mais qui ont l'air de convaincre beaucoup les équipes qui travaillent dessus. On essaye de faire valoir que il y a des modèles alternatifs à ChatGPT qui sont réputés consommer beaucoup moins. Pour l'instant, on n'est pas nécessairement entendu, mais en tout cas, on intervient régulièrement pour le rappeler. Et puis on pousse aussi beaucoup d'informations là-dessus, de données. Moi, dès que je vois une étude dans laquelle il y a un chiffre intéressant, je la pousse et bon, je sens quand même que ça génère un début de prise de conscience. Tout le monde a bien compris que ça n'allait pas être exactement juste une innovation technologique merveilleuse qui a pas d'impact derrière. Donc, voilà, il y a quelques trucs qui marchent assez bien, je trouve, la comparaison entre une recherche Google et une requête ChatGPT. Donc, on est à x10 hein, en termes de consommation d'énergie. Ça, il y a une bonne étude du MIT qui le démontre. En général, c'est une comparaison qui marche assez bien. Oui, c'est vrai que c'est quand même une question très intéressante avec l'IA qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. C'est bien aussi de connaître des alternatives que celles qui sont les plus connues, comme ChatGPT. Je pense qu'il y a une dernière question. Pensez-vous que les coûts de l'électricité pour l'IA peuvent contribuer à réduire? Peut-être, peut-être. C'est sûr que quand on voit les perspectives d'augmentation de consommation, c'est tellement énorme qu'à un moment, on voit bien que la tension sur la demande va forcément générer des augmentations de prix. Et puis, si les GAFA veulent conserver leurs engagements en termes de fourniture d'électricité renouvelable, ben, on voit bien d'abord qu'ils sont en train d'investir hyper massivement dans le renouvelable, mais bientôt, il va falloir passer sur du petit réacteur nucléaire, ce que Microsoft est en train de considérer très sérieusement, hein. Donc, voilà, à moins qu'on soit sur un développement très rapide des small modular reactors aux États-Unis au début, moi je suis assez convaincu qu'il va y avoir une augmentation des prix de l'électricité liée à ça et que peut-être effectivement ça peut freiner un peu le développement des capacités de calcul et de data center, à moins qu'on arrive à réduire les coûts sur d'autres postes. Mais en tout cas, sur l'électricité, oui. Très bien. Merci beaucoup pour